Elle n'avait plus rien le matin où elle a quitté Limoges. Pas de poste, pas d'appartement, pas même le droit de se défendre. Quelqu'un s'en était chargé à sa place, soigneusement, proprement, sans laisser de traces. Elle a acheté une ruine au bout d'un chemin de terre normand que personne ne cherchait. Des murs froids, des fours éteints, et des voisins qui lui ont dit dès le premier marché que cet endroit n'aurait pas dû rouvrir. Ce qu'elle ne savait pas encore, le même homme qui avait détruit sa carrière à Limoges avait besoin que cette faïencerie reste fermée. Et elle venait de tout rallumer. Si vous avez déjà eu l'impression que quelqu'un effaçait méthodiquement ce que vous aviez construit et que personne autour de vous ne voulait voir, cette histoire est pour vous. Écoutez jusqu'au bout, abonnez-vous et dites-moi en commentaire. Est-ce qu'on vous a déjà accusé de quelque chose que vous n'aviez pas fait? La deux chevaux avait rendu l'âme une première fois à Domfront, en haut d'une côte, sous une pluie qui ne ressemblait pas à de la pluie, mais à quelque chose de plus décidé, de plus personnel. Hélène avait attendu 21 minutes sur le bas-côté, le moteur refroidi, Pavot assise sur le siège passager, avec cette expression des border collies qui ressemble toujours à un reproche mesuré. Puis la voiture avait redémarré, comme si elle aussi avait simplement eu besoin d'un moment. Elles étaient reparties. Gers n'est pas un village qu'on trouve facilement. Ce n'est pas non plus un village qu'on cherche d'habitude. Un clocher, quelques maisons basses en granit, un panneau communal décoloré par les hivers, et des champs à perte de vue qui absorbent le ciel bas de novembre comme une éponge. Hélène avait garé la voiture devant le portail en fer forgé sans couper le moteur tout de suite. Elle avait regardé. La faïencerie se trouvait à l'écart du bourg, au bout d'un chemin de terre que la pluie avait transformé en quelque chose d'indéfini, ni solide ni liquide. Le bâtiment principal était long, bas, avec un toit en ardoise dont plusieurs lames avaient glissé. Les murs tenaient. C'est la première chose qu'elle avait vérifiée, les murs, parce que c'est ce qui coûte quand ça lâche. Les murs tenaient. Elle avait poussé le portail. Il avait résisté, puis cédé d'un coup avec un grincement qui avait traversé la cour vide. Pavot était descendu sans attendre et avait commencé son tour d'inspection méthodique, le nez au ras du sol, les oreilles en alerte, selon cette logique propre aux chiens de travail qui consiste à ne rien laisser sans réponse. À l'intérieur, l'odeur l'avait saisi avant la lumière. L'humidité d'abord, le moisi des vieux bois, quelque chose de ferrugineux qui venait peut-être du four, une masse de fonte et de briques réfractaires qui occupait tout le fond de l'atelier comme un animal endormi depuis longtemps. Hélène avait laissé ses yeux s'ajuster, puis elle avait vu les étagères. Elles courèrent sur 3 murs du sol au plafond, chargés de formes en plâtre numérotées à l'encre noire. Des centaines. Certaines étaient fendues, recollées au fil des années avec des méthodes artisanales qui avaient leur propre beauté. Mais elles étaient là, debout, intactes dans leur ensemble, et Hélène avait senti quelque chose se dénouer dans sa poitrine, très lentement, comme un fil qu'on aurait tiré avec précaution. Sur l'établi central, un carnet de commandes. Elle l'avait ouvert sans le prendre, comme on tourne la page d'un livre sacré. La dernière entrée datait de mars 1923. 12 douzaines d'assiettes creuses, livraison prévue pour l'hôtel des voyageurs à Avranches. Le maître avait signé de son initiale, un G à l'encre brune, ferme, légèrement incliné. Il n'était pas revenu. Personne n'était revenu. Pavot s'était immobilisé dans un angle, au fond de la salle, devant une étagère à mi-hauteur. Elle n'aboyait pas, ne grattait pas. Elle restait simplement là, les yeux fixés sur quelque chose que Hélène ne voyait pas encore. Hélène l'avait appelée. La chienne n'avait pas bougé. La nuit était tombée vite, comme en novembre elle tombe toujours, sans prévenir. Hélène avait dormi dans la maison attenante sur un matelas qu'elle avait acheté à Mortain la semaine précédente et transporté ficelé sur le toit de la 2 chevaux. La chambre était petite, froide et sentait la cire ancienne. Elle avait laissé la fenêtre entr'ouverte parce qu'elle ne supportait pas les espaces fermés depuis Limoges. C'est par cette fenêtre qu'elle avait entendu les pneus, un peu après minuit. Un moteur ralenti, le crissement du gravillon, puis des phares qui avaient balayé le mur de la chambre en un arc lent, comme un avertissement poli.
La voiture s'était arrêtée quelques secondes. Puis elle était repartie. Hélène était restée sans bouger sous la couverture, les yeux ouverts, à écouter la pluie reprendre. Pavot, couché en travers de la porte, avait soulevé la tête une fois, puis l'avait reposée. Hélène n'avait pas dormi. Le lendemain matin, le ciel s'était dégagé d'un coup, comme la Normandie sait le faire, sans transition ni excuse. Hélène avait bu son café debout devant la fenêtre de l'atelier, les mains autour de la tasse, et avait commencé l'inventaire. Elle avait une méthode. Elle l'avait apprise à Limoges, dans une autre vie, dans une autre lumière. On note d'abord ce qu'on voit sans interpréter. On numérote, on photographie. On laisse les conclusions pour plus tard, quand le tableau est complet. C'est une discipline qui ressemble à de la froideur et qui est en réalité l'inverse. C'est la façon dont certaines personnes se protègent de ce qu'elles aiment trop. À Limoges, elle avait aimé son travail trop. Elle avait passé 4 ans dans les ateliers de restauration du musée, à reconstituer des surfaces, à retrouver des glaçures perdues, à travailler avec des loupes et des pinceaux de 2 poils sur des pièces que personne d'autre ne touchait. Olivier Marchand dirigeait le département. Il était précis, discret, bien introduit dans les réseaux d'expertise parisiens. Il lui avait dit, lors de son entretien, qu'elle avait l'œil. C'était vrai. C'est ce qui avait tout déclenché. En janvier de l'année précédente, elle avait remarqué quelque chose sur une assiette attribuée au XVIIIe siècle, récemment entrée dans les collections. Une légère irrégularité dans la structure de l'émail, une façon dont la couleur réagissait sous la lumière rasante, qui ne correspondait pas à ce que les pigments de l'époque auraient donné. Elle en avait parlé à Marchand. Il avait hoché la tête, noté quelque chose, et dit qu'il allait vérifier. 3 semaines plus tard, l'enquête interne désignait Hélène Vasseur comme responsable d'une tentative de falsification de provenance. Le rapport était signé Marchand. Personne n'avait demandé à Hélène de le lire avant qu'il soit transmis à la direction. Elle se souvenait surtout du silence. Pas les accusations, pas la convocation, pas la mise à pied. Le silence de Marchand dans le couloir, ce matin-là, quand 2 personnes des ressources humaines vidaient son bureau dans un carton. Il avait croisé son regard une seconde, puis regardé ailleurs, vers une fenêtre, vers rien. Ce regard ailleurs lui avait pris quelque chose qu'elle n'avait pas encore fini de nommer. Le divorce était venu 6 semaines après. Son mari, architecte, avait gardé l'appartement. Elle avait gardé Pavot et la 2 chevaux. Le tribunal avait trouvé le partage équitable. Les formes en plâtre étaient 347. Elle les avait toutes comptées, toutes photographiées, toutes reportées sur un cahier neuf acheté à la papeterie de Mortain. Plusieurs séries étaient incomplètes. Mais une en particulier l'avait arrêtée. Une soupière grande, élégante dans ses proportions, dont le couvercle semblait soudé à la base par du plâtre durci, comblant l'espace de façon anormale. On aurait dit une forme qu'on avait voulu rendre inutilisable ou inaccessible. Elle l'avait notée avec un astérisque et était passée à la suivante. Au marché d'Avranches, le samedi, elle avait disposé ses 4 premières assiettes sur un tissu de lin posé sur une table de camping. Elles étaient simples, rondes, avec un décor de liseron peint à la main sous glaçure transparente. Un homme d'une 60aine d'années s'était arrêté longtemps, avait pris une assiette, l'avait retournée, avait regardé le pied. Il s'appelait Fernand. Il avait été potier, dit-il, à St. James pendant 40 ans. Il avait acheté 2 assiettes, puis il avait demandé d'où elles venaient. Quand elle avait dit la faïencerie de Gers, il avait posé l'assiette qu'il tenait encore, pas brusquement, mais avec une délicatesse qui ressemblait à de la prudence. Cet endroit n'aurait pas dû rouvrir, avait-il dit. Puis il avait pris ses 2 assiettes et était parti sans explication. Ce soir-là, à Paris, dans un appartement du 11e arrondissement encombré de dossiers et de catalogues de vente, une femme de 62 ans nommée Brigitte Lemaître parcourait la gazette du patrimoine normand sur son écran. Elle cherchait autre chose. Elle était tombée par hasard sur 3 lignes. Cession et réouverture de la faïencerie historique de Gers, département de la Manche. Elle avait ouvert un carnet à spirale, noté le nom, la date et un point d'interrogation. Puis elle avait refermé le carnet. Le SMS était arrivé le dimanche soir, numéro masqué. Ce que vous avez acheté ne vous appartient pas vraiment.
Hélène l'avait lu 2 fois, elle l'avait effacé. Elle n'en avait parlé à personne, pas même à Pavot, qui dormait déjà au pied du matelas avec cette confiance absolue des chiens, qui ne lisent pas leurs messages. Elle avait mis 3 jours à comprendre le four, pas à le faire fonctionner. Ça, elle savait. Elle avait appris les fours à bois à l'école de Sèvres, avant Limoges, avant tout le reste. Mais chaque four a son caractère, ses zones chaudes, ses angles morts, ses façons de mentir sur sa propre température. Celui de Gers était vieux, patient et légèrement suspicieux des étrangers. Il fallait le convaincre. Elle avait chargé 12 pièces, des assiettes plates, des bols, 2 petits plats ovales. Des formes simples, sans ambition décorative excessive, parce que la première cuisson dans un four inconnu est une conversation, pas un discours. Elle avait calé les pièces sur leurs supports réfractaires avec soin, fermé la porte de fonte et commencé à alimenter le feu peu après 22 heures. La nuit avait été longue de cette façon particulière que connaissent ceux qui surveillent en quelque chose. Pas ennuyeuse, pas exactement tendue, mais étirée, habitée d'une attention qui ne lâche pas. Hélène lisait le thermomètre toutes les 20 minutes, ajustait le tirage, ajoutait du bois selon un rythme qu'elle trouvait en tâtonnant. À 3 heures du matin, le four avait atteint 920 degrés et s'était stabilisé avec une régularité qui ressemblait presque à de la bonne volonté. Elle s'était assise sur le tabouret bas qu'elle avait placé à distance réglementaire et avait regardé la lueur orange filtrée par les joints de la porte comme si c'était suffisant, comme si regarder le feu travailler était en soi une occupation digne. Pavot dormait contre le mur du fond. Ou plutôt, elle faisait semblant. Les border collies dorment rarement complètement quand leur humain est éveillé. De temps à autre, une oreille se dressait, puis retombait. L'ouverture du four, au matin, est toujours un moment qui dépasse ce qu'on peut raisonnablement anticiper. On sait intellectuellement ce qu'on a mis dedans. On ne sait jamais ce qui en sort. Hélène avait attendu que la température descende sous 200 degrés, ce qui lui avait pris une bonne partie de la matinée, et avait ouvert la porte avec des gants épais et une lenteur calculée. 10 pièces sur 12 étaient réussies. L'une des assiettes plates avait une fissure au pied, probablement un défaut dans l'argile. Un bol avait bougé pendant la cuisson, collé à son support. Les 10 autres étaient intactes, la glaçure bien fondue, les couleurs tenues. Parmi elles, une assiette lui avait pris le cœur d'emblée. Elle avait peint dessus, un peu pour s'amuser, un décor de pommes de terre, feuilles, fleurs, tubercules esquissés en camailleux de brun et de vert sourd, comme les illustrations botaniques des vieux traités agricoles. Ce n'était pas un motif traditionnel de la faïencerie de Gers. C'était un motif normand, simplement. Un geste d'appartenance à un endroit qu'elle n'habitait que depuis 2 semaines et qu'elle avait décidé, sans trop se l'avouer, de ne plus quitter. C'est cette semaine-là que Pavot avait commencé à retourner vers la soupière de façon systématique. Pas frénétiquement, pas avec agitation. Elle s'y rendait 2 ou 3 fois par jour, s'asseyait devant, regardait la forme en plâtre, puis repartait vaquer à ses occupations habituelles. Hélène avait d'abord ri. Une souris, probablement, ou l'odeur ancienne de quelque chose qui avait séché là depuis des décennies. Elle avait posé un piège à souris de côté de la forme, par acquis de conscience. Le piège était resté vide. Fernand était revenu un mardi, sans prévenir, avec sous le bras un sac en toile qui contenait 3 poignées de gros sel marin dans un bocal, 2 pinceaux plats à manches courts, et rien d'autre. Il n'avait pas expliqué pourquoi il revenait après ce qu'il avait dit au marché. Certaines personnes âgées ont une façon de laisser leurs contradictions exister sans les commenter, et Hélène avait appris à ne pas forcer. Il lui avait montré l'émaillage au sel. La technique consiste à projeter du sel sur les pièces en cours de cuisson à très haute température. Le chlorure de sodium se volatilise, se combine à la silice de l'argile, crée une glaçure de surface inimitable, légèrement granuleuse, avec des variations de brillance qu'aucun émail liquide ne reproduit. C'était une tradition du pays, avait-il dit, qui s'était perdue quand les derniers fours avaient refermé. Il parlait peu. Il montrait le geste, recommençait, laissait les mains parler à la place des mots. Hélène regardait et répétait. C'était une façon d'apprendre qu'elle connaissait et qui lui manquait depuis longtemps. Le soir, après le départ de Fernand, elle avait regardé ses mains.
L'argile séchée dessinait des lignes dans les plis des articulations, marquait les creux des ongles, rendait les paumes légèrement rugueuses et claires. Des mains de travail. Elle les avait retournées, examinées dans la lumière de l'atelier, et avait reconnu quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis 1 an dans son propre reflet. Pas du bonheur, pas encore. Quelque chose de plus modeste et de plus solide. La paix provisoire de quelqu'un qui a trouvé où poser ses pieds. Il était arrivé un jeudi matin dans une voiture propre, garée avec soin sur le chemin de terre comme si la boue était une option qu'il avait choisi d'ignorer. Manteau en cachemire anthracite, chaussures de ville, une pochette en cuir souple sous le bras. Il avait regardé la faïencerie avec l'expression de quelqu'un qui sait déjà ce qu'il veut et vérifie simplement que le décor correspond. Il s'appelait Stéphane Aubert. Il avait une agence de décoration intérieure dans le 7e arrondissement, avait-il dit, et travaillait en ce moment sur un hôtel particulier près du Palais Royal pour un client qui voulait des céramiques authentiques, du vrai travail de province, pas de la reproduction industrielle. Il avait entendu parler de la réouverture de Gers par un article dans une lettre spécialisée. Il cherchait 40 pièces. Assiettes, bols, plats de service, quelques petits vases. Dans l'esprit des productions historiques de la maison, avait-il précisé fin 19e, sobre, sans excès décoratif. Il avait sorti de sa pochette une liste manuscrite de formes et de dimensions, rédigée avec une précision qui contrastait avec le vague apparent de sa demande. Le budget qu'il avait annoncé était sérieux. Pas extravagant, mais sérieux. Le genre de chiffre qui permet de payer 3 mois de matériaux, de régler la facture de bois en retard et de dormir sans calculer. Le délai était de 3 semaines. Hélène avait regardé la liste. Elle avait regardé Aubert. Elle avait regardé l'atelier autour d'elle, le four, les étagères, les formes en plâtre qui attendaient depuis 20 ans qu'on les remplisse. 3 semaines étaient courts. 40 pièces avec finition soignée dans un four à bois qui nécessitait 2 cuissons minimum. C'était un rythme d'urgence, pas un rythme de travail. Elle avait hésité exactement le temps qu'il fallait pour être honnête avec elle-même. Puis elle avait dit oui. Les jours qui avaient suivi ressemblaient moins à du travail qu'à une forme d'urgence consentie. Elle se levait avant l'aube, allumait le four, commençait le tournage pendant que la température montait. Elle mangeait debout, n'importe quoi, du pain avec du beurre salé, parfois rien avant 14 heures parce qu'elle avait oublié. Elle se couchait tard, les bras douloureux jusqu'aux épaules, avec cette fatigue particulière du travail physique qui est épuisante et propre en même temps, qui ne laisse pas de place aux pensées parasites. Pavot ne la quittait plus d'un pas. Pendant les longues sessions de tournage, la chienne s'installait sous l'établi, contre ses pieds, et dormait là avec une fidélité tranquille, qui tenait compagnie sans rien demander. Parfois, au milieu de la nuit, quand Hélène s'arrêtait pour boire un verre d'eau et s'étirer le dos, elle posait la main sur la tête de la chienne quelques secondes. C'était suffisant. Fernand était passé le 2e jeudi, comme il en avait pris l'habitude. Il avait regardé les pièces en cours de séchage sur les clayettes, avait pris la liste d'Aubert que Hélène avait laissée ouverte sur l'établi, et l'avait lue en silence, plus longtemps qu'il n'en fallait pour simplement en prendre connaissance. Ces formes, avait-il dit sans lever les yeux. Les dimensions de la soupière, le profil du plat creux numéro 3, le diamètre des assiettes à aile plate. Il avait posé le papier. Ce sont les mesures exactes des modèles de 1887. Pas les modèles courants de la maison. Les modèles d'une série limitée, produite 2 ans seulement. Il avait regardé Hélène. Quelqu'un qui connaît bien la maison a fait cette liste. Hélène avait pris le papier, l'avait regardé à son tour. Elle avait pensé à l'article dans la lettre spécialisée, à un décorateur bien renseigné, à la logique d'un client qui veut de l'authentique et fait ses recherches. Elle avait pensé à l'argent que cette commande représentait, aux matériaux, au bois, aux 3 mois de tranquillité. Elle avait posé la liste. Les gens sérieux font des recherches sérieuses, avait-elle dit. Fernand n'avait pas répondu. Il avait repris son sac et était parti un peu plus tôt que d'habitude. La livraison avait eu lieu un vendredi matin, au bout des 3 semaines exactement. Le camion de transport était venu jusqu'au portail. 2 hommes avaient chargé les caisses avec du papier bulle et de la mousse.
Hélène avait regardé partir ses 40 pièces avec ce sentiment mêlé qui accompagne toujours la fin d'un effort long. Le vide, et dessous le vide, une satisfaction propre, solide, méritée. Elle était fière. Elle avait eu tort de l'être, mais elle ne le savait pas encore. Et le soleil de décembre, pâle et horizontal sur les champs normands, donnait à la cour de la faïencerie une lumière qui ressemblait à quelque chose de juste. L'appel était venu le lendemain matin, un samedi, à 7h20. Un numéro qu'elle ne connaissait pas, un homme qui s'était présenté comme officier de la brigade de répression des fraudes, unité patrimoine culturel. Sa voix était neutre, professionnelle. Le genre de voix qui a appris à ne rien laisser filtrer parce que ce qu'elle transporte est souvent difficile à recevoir. Le camion avait été intercepté à Alençon, à un contrôle routier de routine. Les caisses avaient été ouvertes. Les pièces portaient au revers un tampon daté 1887, estampillé dans l'argile avant cuisson, lisible, net, non ambigu. Les documents de transport mentionnaient une faïencerie de Gers, production 19e siècle, valeur déclarée correspondante. La douane avait immobilisé le véhicule et alerté la brigade. Hélène Vasseur était priée de se présenter à la gendarmerie de Mortain le lundi suivant à 9h. Elle avait raccroché et était restée debout au milieu de la cuisine, la main encore sur le téléphone posé sur la table, à refaire dans sa tête le geste qu'elle n'avait pas fait. Elle n'avait pas apposé ce tampon. Elle n'avait pas daté ses pièces 1887. Elle avait signé ses productions de son propre poinçon, un H et un V entrelacés qu'elle avait fait graver à Rennes en octobre. Contemporain, sans ambiguïté. Elle en était certaine comme on est certain de ses propres mains. À Mortain, le lundi, les gendarmes avaient été corrects et méthodiques. Ils avaient posé leurs questions dans l'ordre, noté ses réponses, lui avaient montré des photographies des pièces saisies. Sur chaque revers, le tampon. Faïencerie de Gers, 1887, dans une typographie ancienne parfaitement imitée. Son argile, sa glaçure, ses formes, elle avait reconnu chaque pièce comme on reconnaît son propre travail, sans hésitation possible. Mais le tampon n'était pas le sien. Elle avait demandé où était Stéphane Aubert. Les gendarmes avaient échangé un regard bref. L'agence de décoration du 7e arrondissement n'existait pas. Le numéro de téléphone sur le bon de commande était un numéro prépayé, activé 3 semaines avant l'appel et désactivé le lendemain de la livraison. Stéphane Aubert n'existait pas davantage, ou existait sous un autre nom, dans un autre contexte, pour d'autres besoins. Elle avait compris à ce moment précis, avec cette clarté froide qui arrive parfois quand on a déjà vécu quelque chose de comparable et que le mécanisme se répète, que la commande avait été construite pour elle. Pas pour n'importe qui. Pour elle, Hélène Vasseur, avec sa faïencerie de Gers, ses formes historiques, son besoin d'argent et son envie de croire que le travail bien fait suffit à se protéger. La liste de formes précise, les dimensions de 1887, le délai serré qui ne laissait pas le temps de réfléchir. Quelqu'un avait pensé à tout. Quelqu'un qui connaissait Gers mieux qu'un décorateur parisien n'a de raison de la connaître. Quelqu'un dont le bureau était rue de Seine. Le dossier pénal avait été ouvert dans la semaine. Commercialisation frauduleuse d'objets présentés comme antiques, article 320 et 1-6 du Code pénal. Elle avait le droit à un avocat commis d'office. Elle avait le droit de ne pas répondre. Elle avait beaucoup d'autres droits qui ne changeaient rien au fait que c'était la 2e fois en 2 ans que le même homme construisait le même piège autour d'elle avec les mêmes briques et qu'il n'avait pas besoin d'être dans la pièce pour que son nom soit partout. Elle avait conduit jusqu'à Gers dans un état qui n'était ni de la colère ni du désespoir, mais quelque chose de plus froid et de plus durable, une résolution qui n'avait pas encore trouvé sa forme. Elle avait garé la voiture, ouvert la faïencerie, allumé une seule lampe au-dessus de l'établi. Elle s'était assise sur le tabouret bas et avait posé ses mains à plat sur le bois. Pavot était couché contre sa cuisse, le poids chaud et régulier de la chienne contre sa jambe. Dehors, le vent de décembre travaillait les ardoises du toit avec un bruit lent et continu. Hélène ne pleurait pas. Elle avait déjà fait ça, à Limoges, dans un appartement dont elle n'avait plus les clés, et ça n'avait servi à rien de mesurable. La chienne s'était levée d'un mouvement souple et décidé.
Elle avait traversé l'atelier sans hésiter, jusqu'à l'étagère du fond, jusqu'à la soupière au plâtre durci. Elle s'était assise devant, puis elle avait commencé à gratter, pas frénétiquement, pas au hasard, avec méthode, le même endroit, le joint entre le couvercle et la base, là où le plâtre était le plus épais. Hélène l'avait regardé faire. Elle avait regardé longtemps. Puis elle s'était levée, avait pris le tabouret avec elle et était allée s'asseoir devant la soupière. Pour la première fois depuis le début, elle avait vraiment regardé la forme. Le plâtre durci, la cavité invisible, la chienne qui grattait avec la patience de qui sait exactement ce qu'il cherche. Elle avait posé la main sur le flanc froid du moule. Elle avait attendu que le silence lui dise quoi faire ensuite. Elle avait trouvé le ciseau à bois dans la boîte à outils rangée sous l'établi. Un outil ancien, manche en hêtre polie par des années d'usage, lame encore bonne. Elle l'avait tenu un moment sans s'en servir, à regarder la soupière. C'était une belle forme. Même immobilisée par le plâtre, même rendue inutilisable, elle avait cette qualité des objets fabriqués avec conviction, une présence tranquille qui résiste au temps. Hélène avait pensé une seconde au geste irréversible, à ce qu'elle allait abîmer. Puis elle avait pensé à Alençon, au tampon daté 1887, à la voix neutre du gendarme, et elle avait posé le ciseau contre le joint. Le plâtre était dur mais cassant, vieux de plusieurs décennies, desséché jusqu'à l'os. 3 coups précis, appliqués sans brutalité, avaient suffi à fissurer le joint sur la moitié du pourtour. Elle avait fait levier doucement, senti la résistance céder par section et soulevé le couvercle. La cavité intérieure de la forme était creuse, comme toutes les formes en plâtre destinées au moulage par coulée. Mais quelqu'un avait utilisé cet espace autrement. Au fond, enveloppé dans un chiffon huilé, maintenu par une ficelle nouée avec soin, un objet long et plat. Hélène l'avait sorti avec précaution, posé sur l'établi, déroulé le tissu. Un carnet. Couverture en toile noire, dos cousu à la main, page jaunie mais intacte, protégée par l'obscurité et le tissu huilé depuis ce qui pouvait être un siècle. Et à côté du carnet, enveloppés séparément dans un second morceau de tissu, 8 poinçons en plomb, petits, rectangulaires, chacun portant une date gravée en relief. 1881, 1884, 1887, 1889, 1891, 1893, 1895, 1897. Pavot s'était assise à côté d'elle et avait regardé les objets sur l'établi avec le sérieux des chiens qui comprennent qu'il se passe quelque chose d'important, sans en connaître la nature exacte. L'écriture du carnet était serrée, régulière, à l'encre brune. Un homme habitué à tenir des registres, à noter avec précision, à ne pas gaspiller l'espace. Les premières pages consignaient des formules d'émaux, des températures de cuisson, des observations sur la qualité des argiles selon les saisons. C'était le carnet de travail d'un maître faïencier, le genre de document que les musées rachètent à prix d'or et que les familles perdent dans les déménagements. L'entrée du 14 novembre 1893 était plus longue que les autres. L'écriture y était moins régulière, comme si la main avait été moins assurée ce soir-là, ou le sujet plus difficile à tenir à distance. Le maître écrivait qu'un homme était venu 2 fois en 2 mois, un négociant en antiquité de Caen, pour lui proposer de fabriquer des pièces de style ancien, avec des poinçons datés, à commercialiser comme productions historiques. Il avait refusé. L'homme était revenu avec une meilleure offre. Il avait refusé à nouveau. Il écrivait qu'il cachait les poinçons de la maison, tous ceux qu'il possédait, parce qu'il craignait qu'on les lui vole ou qu'on les utilise après sa mort à des fins qui n'étaient pas les siennes. Il écrivait cela sobrement, sans emphase, comme quelqu'un qui règle une affaire pratique et veut que la décision soit consignée quelque part, pour quelqu'un, un jour. Hélène avait relu cette page 3 fois, puis elle avait posé le carnet et regardé les 8 poinçons en plomb alignés sur l'établi. La mécanique était simple une fois qu'on en tenait le fil. Marchand connaissait la faïencerie de Gers, son histoire, son archive, peut-être depuis longtemps, peut-être par des recherches anciennes dans des catalogues d'experts. Il savait que des poinçons datés avaient existé.
Il les avait cherchées, probablement avant la vente de la propriété, peut-être même en ayant facilité le fait que la propriété reste longtemps fermée, sans acquéreur. Il ne les avait pas trouvées parce qu'il n'avait pas de chienne avec une patte abîmée et 100 ans de patience dans les gènes. Il avait utilisé la faïencerie comme légende de provenance, en pariant qu'elle resterait close, muette, incapable de témoigner contre lui. Puis Hélène était arrivée avec sa 2 chevaux et ses 2 valises, et elle avait rouvert les portes. Elle avait photographié chaque page du carnet, chaque poinçon sur fond blanc, chaque détail sous 3 angles différents. Elle avait enveloppé les originaux dans du papier sans acide, les avait glissés dans une boîte en métal et avait conduit le lendemain matin jusqu'à Avranches, jusqu'à la banque, jusqu'au coffre qu'elle y louait pour ses papiers et son passeport. Elle avait mis la boîte dedans. Elle avait refermé le coffre. Elle n'avait appelé personne. Elle n'était pas encore prête à savoir ce qu'elle allait faire de ce qu'elle savait, et se précipiter était exactement ce qu'il ne fallait pas faire, parce que se précipiter était ce qu'on attendait peut-être d'elle. Elle avait conduit jusqu'à Gers, fait chauffer de la soupe, mangé la moitié de son bol. Le reste, elle l'avait posé par terre devant Pavot, qu'il avait terminé avec une délicatesse inhabituelle, comme si elle aussi comprenait que certains soirs appellent une certaine gravité. Elle était arrivée par le train de Granville un mardi de janvier et avait pris un taxi jusqu'à Gers depuis la gare d'Avranches. Hélène l'avait vue pousser le portail depuis la fenêtre de l'atelier. Une femme d'une 60aine d'années, manteau en laine grise, petite valise à roulettes, un dossier cartonné serré sous le bras comme on tient quelque chose qu'on ne veut pas perdre. Elle marchait avec la précision de quelqu'un qui a l'habitude d'arriver dans des endroits inconnus et de ne pas le montrer. Hélène était sortie sans sourire, les mains dans les poches de sa veste de travail, et avait attendu sur le seuil. La femme s'était présentée, Brigitte Lemaître, ancienne conservatrice au musée de Sèvres, département des arts décoratifs, retraitée depuis 3 ans. Elle avait trouvé la faïencerie par un article dans la Gazette du patrimoine normand, avait retrouvé le nom de Hélène Vasseur par le registre de cession et avait pris le train ce matin depuis Paris. Elle n'avait pas appelé avant parce qu'elle avait supposé, à juste titre, qu'on lui aurait dit de ne pas venir. Hélène l'avait regardé un moment. Le froid de janvier rendait la cour silencieuse. Le ciel blanc pesait sur les ardoises. Elle avait dit « Entrez, il y a du café ». Elle s'était assise de part et d'autre de l'établi, 2 tasses entre elles, et Hélène avait attendu. Elle n'avait pas de raison de faire confiance à cette femme. Elle n'avait pas de raison de faire confiance à qui que ce soit venu de Paris avec un dossier sous le bras et des certitudes dans la voix. Paris lui avait déjà envoyé Stéphane Aubert. Paris lui avait déjà envoyé Olivier Marchand. Paris avait une façon d'arriver avec de bonnes manières et de repartir avec ce qui ne lui appartenait pas. Brigitte avait ouvert le dossier sans se presser. Elle avait sorti 12 photographies, format A4, et les avait posées une par une sur l'établi avec la méthode de quelqu'un qui a fait ce geste dans sa tête de nombreuses fois avant de le faire en vrai. 12 objets de faïence. Assiette, plat, une aiguière, 2 soupières. Tous photographiés sous plusieurs angles, tous accompagnés d'un cartel d'enchères. Ces 12 pièces, avait dit Brigitte, ont été vendues dans 6 maisons différentes entre 2018 et l'année dernière. Toutes attribuées à la faïencerie de Gers 19e siècle. Toutes expertisées par le même expert. Hélène n'avait pas touché les photographies. Marchand. Brigitte n'avait pas eu l'air surprise qu'elle connaisse le nom. J'ai les doutes depuis 2 ans. J'ai le dossier depuis 6 mois. Ce que je n'ai pas, c'est la preuve matérielle que ces pièces sont des productions contemporaines, estampillées avec des poinçons historiques. Sans ça, c'est une opinion contre une expertise accréditée, et une opinion ne suffit pas. Hélène avait bu une gorgée de café. Elle avait regardé les photographies, les caresses familières des formes qu'elle reconnaissait pour les avoir touchées, moulées, cuites dans ce four derrière elle. Elle avait pensé au coffre à Avranches, à la boîte en métal, au chiffon huilé et à ce que contenait le chiffon. « Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à Gers précisément ?» avait-elle demandé. Brigitte avait répondu sans détour. Toutes les pièces expertisées par Marchand portaient une marque de provenance qui renvoyait à cette faïencerie.
Il avait utilisé l'adresse, l'histoire, les archives comme caution. Elle avait cherché à comprendre comment, et le lien avec la fermeture prolongée de la propriété lui avait semblé trop commode pour être une coïncidence. Quand elle avait lu que la faïencerie venait de rouvrir, avec un nouveau nom, elle avait pris le train. Hélène s'était levée. Elle était allée dans la maison attenante, avait pris dans le tiroir du bureau les photographies qu'elle avait faites, les tirages qu'elle avait commandés à la pharmacie d'Avranches la semaine précédente. Le carnet, les poinçons, la page du 14 novembre 1893. Elle était revenue dans l'atelier et avait posé les tirages sur l'établi, à côté des photographies de Brigitte. Brigitte avait pris le tirage du carnet. Elle avait lu lentement, avait avancé vers la lampe pour mieux voir l'écriture. Elle n'avait rien dit pendant 2 minutes entières. Puis elle avait reposé le papier et regardé Hélène. « Les poinçons sont dans un coffre », avait dit Hélène. « À Avranches. » Brigitte avait hoché la tête une fois, brièvement, sans effusion. « Bien. » C'était tout. Pas de félicitations, pas d'exclamations. Elles avaient regardé ensemble les documents étalés sur l'établi, le carnet ouvert à la page de novembre 1893, les 12 photographies de vente, les tirages des poinçons. Pavode, qui avait tourné en rond pendant toute la conversation avec cette inquiétude de service des border collies, qui supportent mal de ne pas comprendre ce qu'on attend d'eux, s'était finalement couché sous l'établi et avait fermé les yeux. Dehors, la lumière de janvier déclinait tôt sur les champs de Normand. Hélène avait rallumé la deuxième lampe. Elles avaient encore beaucoup à se dire, et elles le savaient toutes les deux, et aucune n'avait pressé l'autre. C'est une façon de travailler qui ne s'apprend pas à Paris. Brigitte connaissait Jean-Pierre Autran depuis 20 ans, depuis l'époque où il venait expertiser les acquisitions du musée de Sèvres avec sa loupe et ses silences. Il était céramologue indépendant, ancien directeur de recherche au CNRS, auteur de la référence en matière de marquage et poinçon des faïenceries françaises du XIXe siècle. Il n'acceptait plus beaucoup de mandats privés. Il avait accepté celui-ci en 2 phrases, au téléphone, quand Brigitte lui avait dit de quoi il s'agissait. Il était venu à Avranches un jeudi matin. Ils s'étaient retrouvés tous les 3 dans une salle de la banque que le directeur avait mise à disposition avec une discrétion qui méritait d'être notée. Autran avait examiné les 8 poinçons en plomb pendant 40 minutes, sous sa loupe, avec des instruments qu'il avait sortis d'un étui en cuir. Il avait pris des mesures, photographié chaque face, comparé avec des planches tirées de son propre catalogue. Hélène et Brigitte avaient attendu sans parler. Quand il avait relevé la tête, il avait dit que 4 des 8 poinçons correspondaient avec précision aux marques relevées sur des lots vendus chez Drouot entre 2018 et 2024. La correspondance était métrique, pas approximative. Même module, même profondeur de frappe caractéristique, même légère usure sur l'angle supérieur droit du poinçon daté 1887. Usure qui se retrouvait identique sur 3 assiettes et une aiguière vendue en 4 ventes séparées. Des pièces fabriquées avec ces outils, avait-il dit. Pas avec des copies. Avec ces outils précis, conservés ici depuis 1893. Sur le chemin du retour vers Gers, Brigitte avait reçu un message d'une connaissance dans le milieu des ventes parisiennes. Elle l'avait lu en silence dans la voiture, puis avait tendu son téléphone à Hélène qui conduisait. Hélène avait garé la voiture sur le bas-côté pour lire. Chez Drouot, dans 15 jours, lot 47. Soupière attribuée à la faïencerie de Gers, circa 1885. Estimation 28 000 €. Expert ayant établi l'attribution. Olivier Marchand, Galerie Marchand, rue de Seine, Paris. La description du lot mentionnait une provenance récemment établie, des archives de la maison concordante, une pièce de référence exceptionnelle. Hélène avait rendu le téléphone et repris la route sans rien dire pendant quelques minutes. Le problème des voies illégales, elle l'avait retourné dans tous les sens depuis 1 semaine. Porter plainte, transmettre le dossier au procureur, laisser la justice instruire. C'était la bonne méthode, la méthode sûre, celle qui aboutit en théorie. Elle prenait aussi du temps, beaucoup de temps, le genre de temps pendant lequel une vente a lieu, une soupière change de main pour 28 000 €, un faux entre dans une collection privée avec un certificat d'authenticité signé Marchand,
Et l'acheteur devient lui aussi une victime involontaire qu'il faudra ensuite convaincre de se dessaisir de ce qu'il croit être un bien légitime. Le droit est lent quand la fraude est rapide. Hélène le savait depuis Limoges. L'alternative était d'agir à la vente. Directement, publiquement, au moment où le lot serait présenté. C'était risqué, inconfortable et supposait une précision d'exécution qui ne laissait pas droit à l'erreur. Mais c'était maintenant, et c'était vérifiable, et Marchand serait dans la salle. Elles n'avaient pas tranché ce soir-là. Elles avaient mangé de la soupe, comme d'habitude, et laissé la question ouverte sur la table comme une forme qu'on n'a pas encore décidé de cuire. Le téléphone d'Hélène avait sonné le lendemain matin. Son avocat commis d'office, depuis Rennes, une voix gênée de quelqu'un qui rapporte un message qu'il n'aurait pas voulu avoir à rapporter. Une proposition avait été transmise par la partie adverse dans le dossier pénal, de façon informelle, pas encore formalisée. Abandon des poursuites, classement sans suite, en échange d'un accord tacite de cessation d'activité de la faïencerie de Gers et de cession du fonds à un tiers à désigner. L'avocat avait précisé que la proposition venait d'un cabinet parisien dont le client principal sur ce type de dossier était une galerie de la rue de Seine. Il avait dit que légalement, elle était libre de refuser, mais que le dossier pénal était réel et qu'un procès restait une épreuve coûteuse dans tous les sens du terme. Hélène avait écouté jusqu'au bout sans l'interrompre. C'était la même main qui avait signé le rapport à Limoges, qui avait inventé Stéphane Aubert, qui avait fait estampiller ces pièces d'un poinçon qu'elle n'avait pas gravé. La même main qui voulait maintenant acheter son silence avec l'abandon d'une accusation qu'elle n'aurait jamais dû subir. Elle avait dit à son avocat qu'elle ne signerait rien, qu'elle le rappellerait la semaine suivante, et elle avait raccroché. Elle avait posé le téléphone sur l'établi. Pavot avait levé les yeux vers elle depuis le sol. Hélène avait dit tout haut, pour personne en particulier, ou peut-être pour la chienne, ou peut-être pour le maître faïencier dont le carnet était dans un coffre à Avranches, dans 15 jours. La veste de Brigitte était en lainage bleu marine, coupe sobre, le genre de vêtement qui appartient à quelqu'un qui a passé des années à représenter une institution et a appris que l'apparence est une forme d'argument. Elle était un peu large aux épaules pour Hélène, mais pas au point que ça se voie. Brigitte lui avait dit de la garder sans discussion, comme on donne un outil à quelqu'un qui en a besoin. Elles avaient pris le train de 6 heures depuis Avranches. Autran les avait rejointes à la gare Montparnasse avec son étui en cuir, et cette économie de gestes des gens qui ne gaspillent rien. Ni les mots, ni les mouvements. Dans le taxi vers le 9e arrondissement, personne n'avait parlé. Il n'y avait plus grand-chose à dire qui n'avait pas déjà été dit, et les trois savaient exactement ce qu'ils venaient en faire. L'hôtel Drouot sentait le même mélange depuis toujours. Cire, poussière ancienne, café de la buvette du rez-de-chaussée, et quelque chose d'indéfinissable qui est peut-être l'odeur de l'argent qui change de main dans des pièces fermées. La salle de la vacation était aux 2/3 pleine. Des acheteurs, des marchands, 2 journalistes d'une revue spécialisée, quelques curieux. Le genre d'assistance qui connaît les codes et les respecte, qui sait quand se taire et comment lever la main sans avoir l'air de le faire. Hélène s'était assise au centre, rangée du milieu. Autran avait pris place 3 rangs devant, légèrement sur la gauche, près de l'allée. Brigitte était restée dehors dans le couloir, avec son téléphone. Marchand était arrivé 5 minutes avant le début. Il s'était installé sur le côté droit de la salle, discret, veste sombre, l'air de quelqu'un qui assiste à une formalité agréable. Il avait salué 2 personnes d'un mouvement de tête, consulté le catalogue, posé les mains sur ses genoux. Hélène l'avait regardé depuis son rang sans bouger. Il ne l'avait pas reconnue. Il ne s'attendait pas à la trouver là et les gens ne voient pas ce qu'ils n'attendent pas. Les premiers lots étaient à passer dans l'ordre habituel. Le commissaire-priseur avait un débit précis, chaque lot annoncé, décrit, ouvert aux enchères, adjugé le suivant. Une pendule normande, un ensemble de verres à pied, une paire de chenets. Hélène avait regardé la salle fonctionner avec son propre rythme, sa propre respiration, et avait gardé les mains à plat sur son sac posé sur ses genoux. Le lot 47 avait été annoncé. 2 assistants avaient apporté la soupière sur un support tournant, sous un éclairage soigné. Elle était belle, indiscutablement, grande, bien proportionnée, le décor floral sobre et maîtrisé,
La glaçure crémeuse avec ses variations de surface qui donnent aux vieilles faïences leur profondeur particulière. Le commissaire avait lu la description. Faïencerie de Gers, circa 1885, provenance établie par archives, expertise marchand, estimation 28 000 euros. Autran s'était levé. Il avait levé la main avec le calme de quelqu'un qui a parfaitement le droit de faire ce qu'il fait et le sait. Il avait décliné son identité, son titre, son accréditation auprès des tribunaux et maisons de vente françaises. Il avait demandé à examiner la pièce avant l'ouverture des enchères, conformément à l'article applicable du règlement intérieur. Le commissaire-priseur avait marqué un temps d'arrêt, avait regardé vers son adjoint, puis avait hoché la tête. On ne refuse pas à un expert accrédité. C'est une règle qui existe précisément pour les moments comme celui-ci. Un assistant avait apporté la soupière jusqu'à Autran. Il avait sorti sa loupe, son pied à coulisse, et avait examiné le poinçon au revers avec la lenteur méthodique qui était sa marque. La salle avait commencé à murmurer. Marchand avait redressé légèrement le dos. Autran avait demandé qu'on lui apporte la lumière d'appoint. L'assistant avait obéi. Autran avait alors sorti de son étui une photographie plastifiée, grand format, que Hélène lui avait remise ce matin dans le taxi. Le tirage du poinçon original du carnet de 1893, photographié sous lumière rasante avec un étalon métrique. Il l'avait posé à côté de la soupière et avait dit, à voix haute et distincte, pour la salle entière, « La boucle supérieure du jet du poinçon présenté accuse un écart de 3/10 de millimètre par rapport au poinçon original de la maison, conservé dans les archives de la faïencerie. Cet écart est caractéristique d'un outil de reproduction postérieur à 1970. Cette pièce n'est pas une production du 19e siècle. » Le silence avait duré 2 secondes. Puis la salle avait bougé d'un coup, comme une eau qu'on dérange. Le commissaire-priseur avait suspendu la vacation. Marchand s'était levé, avait pris son manteau avec un geste contrôlé et s'était dirigé vers la sortie avec la précision de quelqu'un qui sait exactement où est la porte. Il avait poussé le battant du couloir. Brigitte attendait dans le couloir. Et à 2 mètres de Brigitte, 2 officiers de la brigade de répression des fraudes attendaient aussi, avec cette immobilité particulière des gens dont la patience est professionnelle. Elle les avait appelés la veille au soir, avec le dossier complet, les photographies d'Autran et le carnet du maître faïencier en copie certifiée. Ils avaient écouté. Ils étaient venus. Marchand s'était arrêté. Il avait regardé Brigitte. Il avait regardé les 2 officiers. Pour la première fois depuis Limoges, depuis le couloir et le regard jeté vers une fenêtre, il n'y avait plus rien vers quoi regarder ailleurs. Mars était arrivé sur la Normandie avec cette discrétion particulière du printemps du Nord, qui ne s'annonce pas mais s'installe progressivement dans l'angle de la lumière et dans la façon dont la terre sent différemment le matin. Les champs autour de Gers avaient repris une couleur qu'ils n'avaient pas en novembre, un vert encore pâle, presque prudent, qui n'affirmait rien mais promettait. Le four ronflait depuis l'aube. On l'entendait depuis la cour, ce souffle grave et régulier qui est la respiration du bois qui brûle dans un espace fermé, une vibration basse qui se sent autant qu'elle s'entend. L'odeur traversait la porte ouverte de l'atelier et se mêlait à celle de l'argile humide, du café, et de cette poussière particulière des vieux bâtiments qui travaillent à nouveau après un long silence. Elles étaient 4 autour de l'établi, ce mardi-là. Isabelle, 52 ans, ancienne comptable de Cherbourg, qui avait passé les premières semaines à serrer les mâchoires sur ses maladresses et qui maintenant laissait ses mains chercher sans se punir quand elle ne trouvait pas. Nadia, 44 ans, reconvertie après 18 ans dans la grande distribution, avec des gestes encore trop brusques pour l'argile, mais une patience qui grandissait. Solange, 61 ans, la plus âgée, venue de Saint-Lô après une retraite anticipée qui n'avait pas ressemblé à ce qu'elle avait imaginé, et qui tournait ses bols avec une lenteur appliquée qui produisait des formes légèrement irrégulières et parfaitement vivantes. Et Lucie, 29 ans, la plus jeune, qui avait traversé 2 formations abandonnées avant de trouver ici quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer, mais qu'elle ne voulait pas quitter. Hélène passait de l'une à l'autre sans se presser. Elle corrigeait un geste,
montrait la position du pouce, prenait parfois les mains d'une élève entre les siennes pour lui faire sentir la pression juste. Elle parlait peu, comme Fernand lui avait appris à parler peu. Le reste, l'argile le disait. Fernand arrivait le mardi à 9 heures, avec son sac en toile et son bocal de gros sel marin. Il avait 78 ans et une façon de se déplacer dans l'atelier qui donnait l'impression qu'il y avait toujours été. Il avait refusé d'être payé. Il avait dit que si l'argent entrait dans cette affaire, quelque chose changerait qui ne devrait pas changer, et personne n'avait insisté. Il enseignait l'émaillage au sel avec la même économie de gestes qu'il apportait à tout le reste. Les femmes l'appelaient Fernand, sans monsieur, parce qu'il le leur avait demandé. L'article de Brigitte était paru en février dans la Revue de l'Art et du Marché, 22 pages, avec les photographies des poinçons, la reproduction de la page du carnet de 1893 et l'analyse comparative d'Autran. L'affaire Marchand, comme on avait commencé à l'appeler dans le milieu, avait entraîné la réévaluation de 11 lots dans 5 maisons de vente en France, en Belgique et aux Pays-Bas. 3 acheteurs avaient été remboursés. 2 dossiers pénaux complémentaires avaient été ouverts. Le dossier contre Hélène Vasseur avait été classé sans suite en décembre, 3 semaines après Drault, sans accord, sans signature, sans contrepartie. Elle n'avait rien cédé. Brigitte était venue passer un week-end à Gers en janvier, avec son dossier soldé et une bouteille de Calvados qu'elles avaient ouverte le soir au coin du feu. Elle s'était dit peu de choses de particulier. Elle n'en avait pas eu besoin. La plaque avait été posée sur le portail en février, fabriquée dans l'atelier pendant les longues soirées de janvier. Faïencerie de Pavot, école de céramique pour femmes en reconversion. Les lettres étaient peintes sous glaçure transparente, en bleu de cobalt légèrement irrégulier, parce que Lucie qui les avait tracées apprenait encore, et qu'Hélène avait décidé que c'était exactement comme ça qu'elle devait être. Ce mardi de mars, quand la cuisson du matin fut terminée et que le four commença à refroidir, Hélène sortit dans la cour. La lumière était douce, horizontale, la lumière de Mars qui ne brûle rien et illumine tout avec une égalité tranquille. Elle s'arrêta devant le portail et regarda la plaque un moment. Pavot était allongé au seuil de la porte ouverte du four éteint, dans la dernière chaleur qui s'en échappait doucement, comme un souffle avant le sommeil. Son museau avait blanchi depuis novembre. Les poils gris gagnaient maintenant les oreilles et le front. Elle dormait avec cette confiance absolue des vieux chiens qui ont trouvé leur endroit dans le monde et n'ont plus rien à surveiller, plus rien à chercher, rien d'autre à faire que de laisser le soleil travailler sur leur pelage, tandis que le four se tait et que les femmes apprennent, et que l'argile attend, patiente et froide, la prochaine main qui viendra lui donner une forme.